Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette rencontre, celui qui en a eu l'idée et celui qui l'a réalisée, respectivement M. Alexander van Outgerten et Nicolas Chetty. Maintenant, ce n'est pas sans émotion que je prends la parole à mon tour pour parler de notre cher Alain Dufour. En 1956, à 28 ans, le jeune Alain Dufour a déjà choisi d'être historien et de faire de l'historiographie sa profession, étant donné qu'elle coïncide avec sa passion principale, non pas la seule, certes. Il est en train de devenir un expert en la matière, car il est déjà titulaire d'une licence en histoire à l'Université de Genève et d'un diplôme de l'École nationale des chartes, où il a appris à maîtriser les sciences auxiliaires de l'histoire, par exemple l'archivistique, la philologie romane, l'archéologie, la diplomatique et bien sûr la paléographie. Sorti de l'École des chartes, dans cette même année 1956, il décide de continuer sa formation à l'Istituto Italiano per gli Studi Storici de Naples. Pourquoi Naples? Mis à part ce qu'il a pu en connaître par des amis ou des professeurs, il se peut qu'il ait lu le statut préliminaire de l'Institut dont le fondateur, Benedetto Croce, avait rédigé la préface en 1946. Je cite: « Considérant que dans les facultés de l'université, la préparation professionnelle de l'historien s'exerce avec l'étude des textes, la tâche de l'Institut doit être de combler cette lacune dans l'actuelle préparation, d'où sortent des érudits et des savants, mais qui n'ont ni la capacité ni les outils nécessaires pour interpréter et juger les pensées, les actions et les événements. Les buts et les programmes de l'Institut visent à approfondir l'histoire dans ses liens importants avec les sciences philosophiques, la logique, l'éthique, le droit, l'économie, la politique, l'art, la religion, sciences qui, elles seules, contiennent et démontrent ces idéaux humains ainsi que les buts et les valeurs dont l'historien est appelé à comprendre et à raconter l'histoire. » Fin de citation. Ces idéaux, ces buts, ces programmes seront repris et développés par Federico Chabot, le directeur de l'Institut dont Alain Dufour suivra les cours pendant son séjour napolitain. Il ne faut pas s'étonner de retrouver cette nouvelle vision de l'histoire dans ses publications à venir, et pour commencer, dans son Histoire politique et philologie et psychologie historique de 1966, alors qu'il a déjà publié sa traduction du célèbre livre de Carlo Antoni, L'historisme, premier titre de la nouvelle collection de la librairie Drault, Travaux d'histoire éthico-politique. En 1968, il fait paraître dans la même collection sa traduction d'un chef-d'œuvre de Benedetto Croce, Théorie et histoire de l'historiographie. C'est pourquoi je vous propose à présent de céder la parole à Alain Dufour sur deux points de sa théorie de l'historiographie qui me semblent fondateurs. Premièrement, la notion d'histoire éthico-politique qui implique d'une part la conscience de l'historien dans le choix de son sujet de recherche et de l'autre, l'importance de la vérification des sources, obligation permanente dans toute activité du chercheur. À cela s'ajoute la mise en évidence du rôle de la volonté individuelle et des volontés collectives dans tout récit historique. Retenons ces trois mots: choix, vérification, volonté. Deuxièmement, la notion exprimée sous une forme apparemment contradictoire, à savoir que toute histoire est contemporaine. Notion liée à l'autre affirmation de Benedetto Croce, selon laquelle toute histoire est histoire de la liberté. Dans son plaidoyer pour un renouvellement de l'histoire politique,
Alain Dufour ne renonce pas à définir des notions fondamentales, même si elles sont supposées connues, comme celle d'historiographie. Le sens du mot historiographie est sujet à quelques flottements en français, écrit-il, en raison du fait que nous donnons deux sens au mot histoire, désignant d'une part les choses, les faits du passé, res geste, et de l'autre le récit des choses passées, auquel convient le mot d'historiographie, c'est-à-dire l'écriture de l'histoire, les livres d'histoire, si bien que l'expression théorie de l'histoire signifie la théorie de l'historiographie, et si l'on veut, la méthodologie de l'historiographie. Cette précision apparemment superflue sert à distinguer cette discipline, la théorie de l'histoire, d'une autre discipline, la philosophie de l'histoire, avec laquelle, dit-il, la théorie de l'histoire est souvent confondue encore aujourd'hui. Il est temps de faire savoir aux historiens ou de leur répéter, dit-il, que ceux qui ont souci de rechercher des théories de l'histoire ont depuis longtemps enterré la philosophie de l'histoire comme telle ou l'ont reléguée au musée. Ce type de remarque, à peine teintée d'ironie, est souvent lancé par Dufour contre les écoles historiques dont il se fait un devoir de critiquer les choix méthodologiques. L'école prenant une histoire purement économique et objective, comme celle des annales. Il se réfère à la revue Les Annales, Histoire, Sciences sociales, bien que, reconnaît-il, l'épuisante école des annales ait produit quelquefois des chefs-d'œuvre, tel le paysan de Languedoc de Leroy-Ladurie. Ainsi en est-il pour l'historiographie entendue comme sociologie. C'est bien à cela que conduit la passion du non-événementiel. Pour l'histoire des mentalités et pour, je cite, une certaine tradition historique française qui a l'habitude d'unir la géographie à l'histoire avec le désir invétéré de calquer l'histoire sur les sciences naturelles. En un mot, le positivisme inconscient de la tradition universitaire. Il lui arrive souvent de dénoncer les illusions du positivisme en histoire, mais il est bon de remarquer que Dufour s'abstient de toute attitude factieuse et de parti pris, car ce qui compte dans ses critiques, c'est de persuader le lecteur par des arguments qui en expliquent le bien fondé. Ce qu'Alain Dufour voudrait renouveler dans le domaine de l'historiographie, ce sont les recherches qui s'inspirent de l'histoire politique. Sachant que le mot politique peut être une source de malentendus, il en donne une définition, je cite. Et politique, ce qui concerne l'organisation de la vie des hommes en société. Dans cette définition, le mot organisation n'est pas sans importance. Sans lui, on s'exposerait à assimiler la politique à la sociologie, qui connaît et décrit les états de société, alors que par lui, on veut suggérer que la politique n'exprime pas seulement des états de société, mais désigne l'élaboration, la formation des sociétés et leur organisation. La politique implique une volonté, ou plutôt des volontés humaines, dont l'incessant travail transforme, améliore ou veut améliorer la vie des hommes en société. En d'autres termes, la volonté des hommes, lorsqu'elle agit sur le cours des événements collectifs, ne mérite-t-elle pas précisément la qualification de politique ? L'histoire politique décrira donc, analysera des états de choses et des évolutions, certes, mais sans jamais perdre de vue l'action des volontés humaines. Elle en connaîtra les intentions, si ambitieuses soient-elles, et en suivra attentivement les résultats, quelque modestes qu'ils soient. Et il précise, il est bien évident que l'histoire politique n'est pas le seul type d'histoire. Il y a la série des histoires particulières, celle de l'art, celle de la philosophie, de la religion,
celle de l'économie, du droit. Mais l'histoire politique, au sens large, reste en définitive la seule capable d'intégrer efficacement les autres, car les efforts humains, les volontés qui apparaissent dans les domaines particuliers mentionnés ici, philosophie, économie et autres, ne parviendront jamais à construire quelque chose de durable, à produire quelque réalité sociale capable d'agir à son tour sur la vie des hommes. Et il continue. Benedetto Croce aimait à parler d'histoire éthico-politique plutôt que politique tout court. Nous le suivons bien volontiers, déclare Dufour. Et comme on ne saurait mieux s'exprimer sur ces choses-là qu'il ne l'a fait, écoutons-le. Après avoir énuméré les divers types d'histoire, il cherche lequel d'entre eux mérite une place privilégiée. Il s'agit, à mon avis, c'est Benedetto Croce qui parle et Alain qui le traduit, il s'agit de discerner, de définir et d'élaborer d'une manière plus exacte quelle est l'histoire qui nous touche, non en tant que nous faisons partie de tel ou tel groupe d'intérêts politiques et représentons telle ou telle activité économique, ni en tant qu'amateurs de poésie et d'art, non plus comme individus préoccupés de tel ou tel problème spéculatif, mais comme hommes moraux. Il s'agit donc de l'histoire de la vie morale et ou religieuse, si l'on veut l'appeler ainsi, mais que, pour ma part, écrit Croce, et afin d'éviter tout équivoque et tout risque de la confondre avec l'histoire moralisante ou avec l'histoire dite des religions, afin aussi d'indiquer que sa plus haute manifestation se situe dans la vie politique, j'ai proposé d'appeler histoire éthico-politique, résolvant et unifiant en elle l'histoire de la civilisation aussi bien que celle de l'État. Fin de citation. C'est en poursuivant dans cette voie que Croce avait conclu qu'en définitive, toute histoire est histoire de la liberté. Et Alain Dufour d'aller plus loin pour accéder à une histoire politique plus moderne. Après avoir cité Lucien Febvre et Raymond Aron, eux aussi auteurs d'histoire éthico-politique d'un talent exceptionnel, même s'ils n'ont pas lu Croce, il donne la parole à Federico Chabot, son maître de Naples, qui, à son avis, explique encore mieux le sens de la phrase de Croce, définissant l'histoire comme histoire de la liberté, et qui décrit la transformation de ce concept de liberté. Au XIXe siècle, écrit Dufour, la liberté dont on voulait retracer l'histoire était avant tout le sens politique de la liberté, celle qui s'inscrit dans des institutions politiques libérales ou tendant vers un libéralisme. De nos jours, écrit Chabot en 1950, et c'est Dufour qui traduit, nous demandons autre chose au siècle passé, le secret de la formation lente et progressive de notre personnalité morale et spirituelle, dont la liberté politique est un des aspects décisifs sans doute, mais non exclusifs, et surtout inséparable de cette liberté plus secrète et intérieure qui règne dans le développement non entravé de l'esprit humain face aux problèmes de son propre être et de ses rapports avec la nature et l'histoire, avec le monde qui l'entoure et avec celui qui l'a précédé. Voilà donc, dit Dufour, une liberté au sens plus général, plus largement humain. Chabot, conclut Dufour, nous montre que cette exigence a ramené l'attention des historiens vers la Renaissance, souvent même en les détournant de l'étude des communes médiévales qui avaient tant passionné leurs prédécesseurs. Car c'est bien dans l'époque de la Renaissance que l'on percevra les premières manifestations de l'esprit moderne, de cet esprit qui a rendu possible cette forme plus ample de liberté. En effet, c'est à partir de la Renaissance que sont nées ces autonomies caractéristiques du monde moderne à partir de la Renaissance. L'autonomie des arts et des sciences, que l'on pense à Léonard de Vinci,
celle de la politique avec Machiavel, celle de la vie religieuse avec la Réforme. Fin de citation. La Renaissance est ici définie comme l'époque historique privilégiée où l'esprit de la liberté moderne a surgi et s'est développé. Dans cette dernière citation, nous serions tentés de saisir une allusion autobiographique du jeune Alain Dufour, qui, à l'écoute de son maître à l'Institut Crochet, ne put que se réjouir d'avoir choisi la Renaissance comme époque et comme domaine privilégié d'intérêt et d'investigation, qu'il s'agisse de l'histoire éthico-politique ou de l'histoire de la Réforme, le tout reposant sur une méthodologie historique approfondie et toujours en éveil. Sa vocation devenait définitive. Par ses choix, Dufour offrait aussi un exemple personnel qui confirmait les relations directes entre les préoccupations contemporaines de l'historien et l'intérêt qu'il portait au sujet historique qu'ils allaient retenir son attention. C'est là une illustration de l'autre principe de Benedetto Croce qui disait que toute histoire est contemporaine, affirmation qui, de prime abord, peut laisser perplexe. Et Dufour de l'expliquer. On cherche dans l'histoire, écrit-il, une explication utile pour un problème qui vous passionne et que l'on connaît existentiellement. Cela ne signifie pas nécessairement que l'on fera toujours de l'histoire contemporaine ou que l'on donnera dans l'anachronisme. Celui qui est curieux des ressorts du pouvoir, par exemple, pourra aussi bien recourir à l'histoire gréco-romaine pour s'éclairer. Il pourra même chercher la genèse de ce qui le passionne, plus haut encore chez Nabucodonosor. Boutade mise à part, Dufour se demande « Mais, dira-t-on, en affirmant que toute histoire est contemporaine, n'ouvre-t-on pas grand la porte à l'anachronisme, ce péché impardonnable à l'histoire sérieuse? Ou encore ne va-t-on pas donner dans l'utopie tout aussi dangereuse? Non, car il faut pas à pas tout vérifier dans les documents et parce que la critique doit constamment intervenir et contrôler tout ce qu'on affirme. C'est encore la méthode historique, surveillée par la constante vérification des sources qui évite l'anachronisme et qui rend plus intelligible le principe de Croce. Nous pourrions le dire autrement. L'intérêt personnel est suggéré par des motivations actives dans la conscience de l'historien, qui vit son présent, là où il réside aux côtés de ses semblables. Dans son époque, c'est là la contemporanéité de toute histoire. L'historien puise dans son expérience vécue et réfléchie l'intérêt dont il a besoin pour se consacrer à un sujet historique, à l'éclaircissement d'une question historique dans un passé proche, reculé, ou très lointain. De ce passé, d'un aspect de ce passé, il va faire non pas une description, mais une reconstruction, spécifie Alain, car il lui revient d'organiser des éléments épars, de les structurer entre eux et de les élaborer. Pour conclure, passons de la théorie à la pratique, car comme quelqu'un a dit, la pratique est la vérité de la théorie. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est la mise en pratique de la théorie de l'histoire. Bornons-nous à deux exemples touchant le premier au jugement historique du rôle de la volonté et des volontés dans l'histoire, point de méthodologie sur lesquels Dufour a beaucoup insisté. Et le second à la réalisation d'une œuvre historique achevée dédiée à Théodore de Bèze. Dans un compte rendu sur Guillaume Tell de Jean-François Bergier, Alain Dufour remarque que l'auteur souligne à quel point la formation de la Suisse a été redevable à la construction d'une route, celle du Saint-Gothard, réalisée grâce à l'édification très audacieuse du Pont du Diable. Le livre de Bergier, écrit-il,
se révèle un excellent exemple d'histoire éthico-politique et nous fait toucher du doigt une vérité importante que Berger définit dans une interview. La Suisse, en somme, est impensable, à moins d'être voulue. Son histoire se ramène donc à celle de volontés successives qui l'ont assemblée, organisée, défendue, nourrie, enrichie, illustrée. Et il faut de conclure que ce pays était une création de la volonté humaine, tel est le facteur éthique à proprement parler. Le second exemple concret concerne la réalisation d'une œuvre historique la plus achevée. A. Celle de l'éditeur scientifique dans la monumentale correspondance de Bèze. B. Celle du praticien de l'histoire éthico-politique dans ses divers écrits sur l'histoire du XVIe siècle, à commencer par sa monographie dédiée à Théodore de Bèze, poète et théologien, à mon avis, un chef-d'œuvre du genre. Finalement, C. Celle du théoricien de l'historiographie. En somme, le fruit du travail de toute une vie, de la vie d'Alain Dufour, œuvre magistrale dont nous héritons aujourd'hui. Merci de votre attention.